Avec ma pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce grand entretien de Lyon Décideur. À 43 ans, elle est depuis 4 mois tout juste la première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de l'achat public. Autant dire qu'elle a la responsabilité de dossiers pour le moins stratégiques dans une collectivité territoriale unique en son genre, qui gère un budget de plus de 3 milliards d'euros, avec notamment, bien sûr, la compétence économique. Emeline Baume est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons bien sûr revenir sur votre engagement au sein d'Europe Écologie Les Verts depuis une bonne dizaine d'années et vos premiers mandats sous les mandatures Collomb à la ville et à la métropole, avant le Big Bang de l'élection des 15 mars et 28 juin dernier. Mais bien sûr, on a aussi envie de vous entendre sur vos priorités pour le mandat 2020-2026, ainsi que sur la façon dont vous comptez accompagner les entreprises et les commerces, alors que vient de commencer un deuxième confinement la semaine dernière qui provoque de multiples réactions. Il sera question également de Rhône Express, du Citral, de Veolia, des relations avec le MEDEF. Et pour vous interroger avec moi, Vincent Longchamp, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Lyon Décideur. Vincent qui vous pose la première question. Et donc la première question rituelle qui est, quelle est votre définition du terme décideur? Et est-ce que ce mot décideur est un mot qui définit pour vous l'action d'une première vice-présidente à la métropole? Alors pour moi, un décideur, c'est un homme ou une femme responsable et qui porte aussi une vision. Alors, une vision collective, que ce soit dans le monde entrepreneurial ou pour ce qui me vaut, ce qui est ma réalité, une vision territoriale pour un élu qui représente un territoire. Et est-ce que c'est mon rôle de première vice-présidente? Enfin, comme tous les autres vice-présidents, oui, bien entendu. Donc vous considérez qu'un élu a un pouvoir de décider, évidemment. Oui, par contre, il doit décider de façon éclairée au sens de... Il doit respecter le projet politique qu'il a proposé aux électrices et électeurs et aux habitantes et habitants, mais aussi il doit s'accorder, ce qui ne veut pas dire se contorsionner, mais s'accorder et faire avec le réel. Donc en l'occurrence, pour moi, à la métropole de Lyon, avec les communes, avec les mairies, avec les maires, les adjoints, mais aussi avec les autres strates administrativo-politiques de notre territoire, puisqu'en France, on aime bien les strates. Et donc on va commencer par un peu balayer votre parcours, et avant de parler de votre action politique, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur votre déclic en politique, et vous expliquiez il y a quelques années que c'est l'action de José Bové dans le Larzac qui a été votre déclic. Ouais. Vous revendiquez toujours cet héritage aujourd'hui? Alors, en tout cas, ce que j'ai, c'est pas de l'ordre de l'héritage, ou alors c'est de l'héritage familial, c'est que mes parents étaient réellement, ne le sont plus, mais paysans, dans l'Ain. Voilà, j'ai été élevée dans un village qui s'appelle Saint-André-du-Riat, dans un contexte très particulier d'une grande famille qui transmet à ses enfants des valeurs extrêmement fortes qu'on mettrait maintenant derrière des mots de coopération, collectif, et puis sobriété, pour ne pas dire décroissance. Voilà. Et il se trouve que l'action de José Bové, elle est arrivée à un âge où j'étais en lien avec les médias, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, je fais partie de ces jeunes gens qui ont eu une enfance merveilleuse en vivant dehors tout le temps sans la télé, pour être clair. À l'époque, Internet n'existait pas. Et quand je suis arrivée au lycée, que j'ai commencé à faire, pour faire simple, beaucoup plus de babysitting, forcément, je me suis intéressée aux médias, et c'est le moment où il y a eu l'action de José Bové qui m'a parlé, mais dans mon être sensible, émotionnel, parce que je savais ce que c'était, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans des médias, je sais ce que c'est que le cycle du vivant, je l'ai vécu, j'en ai fait une expérience sensible, en dehors du fait que je sais traire les vaches, quand est-ce qu'on fait pousser, enfin qu'on plante des haricots, des tomates et le maïs. Je sais aussi, je l'ai appréhendé dans mon vécu réel, autrement que pour pas mal d'hommes et de femmes engagés dans la vie citoyenne et écologistes, environnementales, mais même engagés en général, qui l'ont vécu dans le cadre de woofing, donc à des moments très particuliers, ou qui le connaissent intellectuellement, mais sans l'avoir incarné. Voilà. Et ça, je pense que le fait d'avoir ce rapport à la nature et au vivant au sens large du terme, en moi depuis l'enfance. Ensuite, j'ai mis la brique scientifique, puisque j'ai poursuivi des études de biologie, puis une spécialité dans l'eau. Ça m'a amené très logiquement à la militance dans l'écologie politique. Donc il y a eu plusieurs moments. Il y a eu le moment José Bové qui parle à tout le monde, mais il y en a d'autres derrière des moments comme ma rencontre en 95 avec Gilles Bunat, qui n'était pas présent partout dans les médias français. Mais voilà, c'est tout un cheminement en fait.
Voilà. Et puis il y a eu ensuite, alors, dans la militance politique, votre engagement auprès de Philippe Mérieux aux élections régionales en 2010. en 2010. Oui. Une campagne, on s'en souvient, qui avait suscité beaucoup d'espoir sans que vous arriviez C'est ça. à devancer Sans le PS transformation et Jean-Jacques complète. Caran. Pour vous, c'était une première étape encourageante? Alors oui, 2010 c'était un moment très fort parce que c'était aussi juste avant ou juste après la création d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire ce passage des Verts d'une militance de l'écologie politique à un agrandissement de la communauté des écologistes pour essayer de porter un projet de transformation de la société qui s'incarnerait dans l'action territoriale, en région, en métropole, dans les communes, mais aussi à l'échelle européenne. Donc j'ai fait partie des femmes et des hommes très volontaires et très engagés pour structurer EELV dans le jargon. Et effectivement, la campagne de Philippe Mérieux est arrivée juste après. C'est comme souvent dans la vie, c'était une super expérience humaine avec un collectif de gens très différents. Je parle des candidats de l'époque et un atterrissage aux côtés des équipes de Jean-Jacques Caran que moi, à titre professionnel, puisque dans la continuité, j'ai travaillé pour une vice-présidente en tant que chargée de mission, j'ai extrêmement bien vécu. C'est un des meilleurs moments de ma vie professionnelle, cette mission au sein du Conseil régional. Voilà. Et puis alors après, il y a eu les municipales 2014 et avec l'élection Grand Étienne Lyon. Ouais. Alors vous parlez d'un moment douloureux à propos de l'accord d'entre-deux tours, avec entre vos listes et celle de Gérard Collomb, un accord technique mais pas d'accord programmatique. Et dès cet instant, ça veut dire que vous pensiez déjà prendre une revanche en 2020 ? Non, moi j'étais pas du tout dans la revanche et ça m'a même été. J'ai un côté très direct et spontané et ça m'a été reproché très fortement. Tout le mandat qui s'est écoulé 2014-2020 aux hommes et aux femmes qui échangeaient avec moi sur mon avenir en politique, je l'avais dit très spontanément. J'avais dit, moi, je ne suis pas certaine de continuer au sens où l'accord a été tellement violent à vivre en interne auprès des adhérents. Donc ça parle peut-être pas aux gens qui nous parlent, mais même en mon fort intérieur au regard des valeurs que je portais et de l'envie d'agir que j'avais, que je n'étais pas certaine d'avoir envie de reconduire une liste. Et d'ailleurs, c'est ce que je n'ai pas fait ce coup-ci. Si je ne me suis pas positionnée ni sur les municipales, ni à la métropole en tant que tête de liste, c'est parce que je ne souhaitais pas revivre ces échanges qu'on a vécus d'entre-deux tours, que les médias vous relayez parfois, et c'est heureux parce que je pense que c'est important de mettre sur la table aussi ces moments de politique qui se font dans l'urgence, parfois dans la violence, et parfois dans la coopération et en bonne intelligence. Voilà. Après, il y a le rapport de force du résultat du premier tour qui conduit à certaines déceptions. Alors, au Grand Lyon, pendant 6 ans, vous avez fait avancer des dossiers, programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, et puis territoire zéro déchet, zéro gaspillage, 2016-2019. Est-ce que ça veut dire que le bilan des sortants en 2020 n'était pas vide ? Ah non, le bilan n'était pas du tout vide. Il y a même eu, vous l'avez largement relayé aussi les médias, cette évolution entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld qui a laissé de la place et a ouvert des champs sans forcément les concrétiser, faute de temps, mais aussi peut-être faute d'un décalage entre la parole politique d'un homme ouvert et disponible et puis une réalité territoriale pas assez organisée, voilà, et puis avec des moyens mis sur la table pas conséquents. Donc non, le bilan existait. Enfin, moi, pareil, c'est un parcours qui m'a amené à me positionner sur l'économie circulaire et la réduction des déchets. Je me suis fortement engagée à l'échelle nationale, entre autres par le prisme d'une structure qui s'appelle Amorce, donc qui est une association de territoires et d'élus locaux, mais aussi par le prisme de France Urbaine, qui m'a permis, entre autres, de devenir présidente du label économie circulaire territoriale. J'ai toujours cette présidence-là à l'échelle nationale. Et c'est par l'économie circulaire que j'ai pu appréhender les questions économiques globales. Et donc, moi, je sais rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'à un moment, Gérard Collomb, dans le cadre d'un accord technique, a quand même laissé la place à une Emeline Baum, conseillère déléguée sur le sujet prévention des déchets, puis David Kimmelfeld sur le sujet économie circulaire, et aujourd'hui Bruno Bernard sur l'économie. Il y a une cohérence. Enfin, voilà. Donc on va maintenant s'intéresser donc à l'actualité. Donc depuis le 2 juillet 2020, vous êtes donc première vice-présidente avec des délégations essentielles, économie, emploi, commerce, numérique, achat public. Et on voudrait aller un peu plus loin sur comment vous allez faire pour exercer votre pouvoir. Comment vous allez organiser l'animation de cette vice-présidence à 3 niveaux par rapport évidemment au service de la métropole, par rapport évidemment à Bruno Bernard et aux autres vice-présidents, et enfin par rapport aux maires des 59 communes.
Alors, je vais commencer par rapport à Bruno Bernard et mes collègues vice-présidents et vice-présidentes. Il ne vous aura pas échappé qu'on est un petit collectif. Nous sommes 23, donc 22 sans moi. Voilà, il y a 22 autres personnes avec moi aux côtés de Bruno Bernard et des membres du cabinet. On se réunit toutes les semaines, réellement, pendant un certain temps, en réunion d'exécutif. Et là, on partage les décisions qu'on a à prendre et les dossiers essentiels. Donc, la coopération et le calage se fait là et comme ça. Ça n'existait pas dans les précédents mandats, donc je pense que c'est un outil dont nous a doté Bruno Bernard qui est efficace pour l'instant. La deuxième chose, personnellement et avec les équipes de la métropole, donc que ce soit la direction achat, la direction économie, mais aussi la direction numérique, le sujet, il est tout simple aussi, c'est une question d'outils et de temps dédié. Moi, je ne suis élue qu'à la métropole de Lyon. Je dédie tout mon temps à ce mandat-là, c'est-à-dire que contrairement au précédent mandat où j'ai expérimenté différentes postures professionnelles à temps extrêmement partiel, là, il n'y a plus de temps partiel, plus rien. Donc, je suis là constamment en réponse et aux sollicitations du terrain et aux propositions des services. On se voit tous les lundis après-midi et j'assure énormément de rendez-vous parce que c'est ma force aussi, peut-être par rapport à d'autres femmes et d'autres hommes qui, par le passé, avaient ce rôle-là. Là, c'est une mission engagée portée par une femme que je suis, extrêmement volontaire et engagée, relativement jeune, toute proportion gardée. Donc, j'y mets vraiment de l'énergie et de la passion. Et c'est mon moteur, l'engagement. Donc, ça fait que je suis là, présente, à l'écoute. Après, ça rencontre ou ça ne rencontre pas l'adhésion des acteurs du territoire. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'y pousse vraiment tout ce que je peux y pousser. Et je remercie sincèrement les acteurs du service public qui on s'est ajusté. Vous disiez comment je vais faire pour m'organiser, mais en fait l'organisation elle est là, hein. On a été élu le 2 juillet de mémoire et j'y suis à temps plein sauf une pause de 3-4 jours en août et là de 2 jours à la Toussaint tout le temps. On s'est vraiment doté d'outils fonctionnels pour coopérer et pour l'instant ça tient. Après, je le dis à tout le monde, jugez-nous sur nos actes à mi-mandat et en fin de mandat, bien entendu. Il n'y a pas que les outils et les mots qui comptent, il y a les actes visibles sur le territoire. Et par rapport alors aux autres maires des 59 communes. Alors oui, pardon. Ouais. Pour l'articulation avec les territoires, donc il y a, comme au précédent mandat, parce que c'est une obligation, on a une brique obligatoire qui s'appelle le pacte de cohérence métropolitain qui est en train d'être travaillé et dont la chef d'orchestre est Hélène Geoffroy, donc ma collègue qui est aussi maire de Vaux-en-Velin. Voilà. Il y a un autre outil qui s'appelle la conférence métropolitaine des maires et d'ailleurs il y en a une jeudi après-midi sur les questions d'urgence économique et sociale autour de ce nouveau confinement. Donc on a cet outil là. Ensuite, il y a des rendez-vous en fait avec les équipes et les maires réguliers. Et puis surtout, il y a une posture, je pense, plus que les outils, qui est une posture d'écoute, de dialogue, de coopération, contrairement à ce qui a pu existait quand même par le passé où en gros c'était t'es avec moi ou t'es contre moi. Voilà, là c'est pas t'es avec ou t'es contre, c'est on pose, je dis on parce que c'est un collectif de vice-présidents avec le président, on n'a pas caché notre projet politique de société, mais comme je l'indiquais tout à l'heure en aparté, on mesure tout à fait le fait qu'au premier tour on a réalisé peu ou prou 22% et qu'on doit faire avec le réel. Donc notre projet de transformation de la société, de transition écologique et sociale, il doit pas être imposé, il doit être poser sur la table, discuter, partager, articuler avec les réalités et les envies d'agir territoriales. Il y a des mairies, des arrondissements, des territoires, des communautés d'entrepreneurs qui répondent tout de suite présents. Il y en a qui ont besoin d'évoluer, qu'on leur donne, entre guillemets, des preuves d'amour, qu'on leur donne à voir des réalisations positives, des expériences positives d'entrepreneurs, de communautés innovantes qui montrent qu'effectivement, ça fait sens et c'est efficient socialement, environnementalement, économiquement d'aller dans la transition économique et sociale. On n'est pas dans une posture de radicalisme, de rupture. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si on n'est pas suivi ni par les habitants, ni par les communautés qui produisent, qui fabriquent, qui innovent, on ne fera rien. Alors sur un budget d'un peu plus de 3 milliards d'euros qu'on évoquait, à quelle hauteur vous intervenez avec
vos délégations? Alors là, les choses bougent aussi. Je vous dois le discours de vérité on a commencé le mandat en disant tiens, on pourrait avoir 4,5 milliards, 3,5 milliards d'investissements sur le mandat. Là, la réalité économique fait qu'on tomberait plutôt à 2,5 milliards, pour être clair, modulo des négociations qu'on espère avec l'État sur de la redescente de crédits d'investissement sur les territoires, partant du principe, mais je pense que la région aura la même accroche que c'est bien les plans de relance à l'échelle nationale, mais c'est mieux de le faire aussi avec les territoires qui peuvent mobiliser d'autres briques d'action publique et donc de converger vers une transformation du territoire plus efficace et plus rapide surtout. Voilà. Alors après, l'économie de mémoire et le numérique, faut pas oublier que j'ai le numérique aussi. Ça fait en y adossant aussi les collègues de l'enseignement sup et de la recherche qui font partie aussi donc la R&D de l'économie et aussi l'insertion. Je rappelle que c'est une compétence obligatoire pour nous. Ça a fait quelque chose comme 18% de la PPI, donc c'est moins que ce qu'on imagine. Programmation pluriannuelle d'investissement. Mais je rappelle que l'effet levier est conséquent. Quand on parle aux communautés innovantes, je parle d'innovation sociale, d'innovation technologique, mais aussi d'innovation pour coopérer. C'est très important pour moi. On a un effet levier conséquent. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, on peut mobiliser 100 euros sur le territoire. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu quelle sera votre feuille de route pour les 6 ans qui viennent? Car c'est vrai que ça reste encore un peu flou. Donc on entend votre esprit, l'esprit que vous voulez insuffler, mais encore peu de choses concrètes. De marqueurs. Voilà. Donc quelles sont vos grandes priorités? Alors c'est normal que vous ne les ayez pas, puisque l'idée c'était quand même de communiquer sur un plan de mandat articulé sur la programmation pluriannuelle des investissements en tout début d'année 2021. Ceci étant dit, il se passe des choses sur le territoire, donc on affirme des choses. Alors peut-être la première chose, c'est que l'approche globale, c'est effectivement d'accompagner la transition écologique et de répondre à l'urgence sociale, donc de favoriser la dignité des hommes et des femmes sur le territoire par l'activité économique, donc pour la production de biens et de services utiles sur le territoire, quand même d'accélérer le processus sur certaines chaînes de valeur qui nous semblent essentielles, et vous ne tomberez pas de votre chaise, à savoir l'alimentation, le BTP, mais aussi, ça c'est une des nouveautés, le textile, au regard de l'histoire industrielle de notre territoire, mais aussi au regard du besoin du quotidien des hommes et des femmes qui vivent ici. Je rappelle que moi j'ai été nourrie d'une étude qui s'appelle l'empreinte matérielle de l'économie de notre territoire, qui a été conduite au précédent mandat, dont je me suis beaucoup servi pour militer pour l'économie circulaire territoriale. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Elle dit qu'en gros, on dépense à peu près, pour faire simple, pour répondre aux besoins des habitants. Les organisations économiques de notre territoire, elles mobilisent 18 à 19 tonnes de CO2 par an et par habitant, alors qu'on devrait être à 8 tonnes. Et donc, c'est comme ça que j'ai ramené la question du textile. Après, on a des sujets structurants pour la transition écologique, à savoir les questions de mobilité et de logistique, bien entendu, les questions d'énergie, mais aussi les questions qui ont sauté aux yeux au moment du premier confinement, de réindustrialisation du territoire, au sens de maintenir et développer des capacités qui existent déjà. Comme je l'ai déjà dit, on a la chance d'avoir 17% de l'emploi qui est de l'emploi industriel sur le territoire. C'est pas le moment pour les acteurs industriels de décamper parce qu'ils pensent faire une bascule financière en vendant leur foncier. Je le dis parce qu'en ce moment, on a pas mal d'échanges avec des acteurs industriels. Il y en a qui sont très engagés sur le territoire et qui jouent le jeu de l'insertion et qui jouent le jeu du maintien de l'emploi et qui abaissent leur rentabilité, pour être clair. Il y en a d'autres qui utilisent ce moment très particulier que nous vivons collectivement pour se dire, finalement, on va recentrer notre production, y compris en Europe. Et là, moi, en accord avec le président, je dis stop. On a un outil conséquent qui est le PLUH et il est hors de question que, ça c'est très présent dans ma feuille de route, le foncier économique doit rester foncier économique, voire même on va intensifier l'usage du foncier économique pour en rendre, pour participer au zéro artificialisation nette et pour avoir du foncier agricole. Voilà. Est-ce que, selon vous, écologie et économie peuvent avancer en même temps et à la même cadence? Alors en fait, selon moi, c'est inextricable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de santé des écosystèmes. Si, pour être très simple et très caricatural, comme l'a dit Éloi Laurent il n'y a pas très longtemps sur France Culture, si on ne peut pas habiter notre planète, il n'y a plus d'économie. Et la question du coronavirus a amené ça dans le débat, c'est-à-dire cette question du lien entre animal et être humain. Donc il n'y a pas d'économie sans écosystème et sans écologie, et il n'y a pas d'économie sans la santé humaine non plus,
tout simplement. Donc on fait ensemble, et je fais partie de ces gens qui ont eu la chance de reprendre leurs études, entre autres des études d'économie, ce que j'ai fait il y a 3 ans. Et si vous lisez les publications de ces dernières années, depuis 1972, depuis le Club de Rome, ça a été largement démontré que l'économie est imbriquée dans la nature et pas l'inverse. On a eu ce débat-là en assemblée avec Gérard Collomb il n'y a pas très longtemps. Et donc justement, vous êtes une ancienne collaboratrice d'une SCOP, experte en économie circulaire. Comment vous comptez mettre en avant ces sujets au cours de votre mandature ? Alors, pour ce qui est du sujet des scopes, de comment on entreprend en fait, et comment on entreprend dans des formes que je juge, mais c'est pas moi à titre perso, je me permettrai pas, je suis pas une grande économiste à l'OFCE, mais qui sont jugées comme résilientes, c'est tout simplement de donner cette opportunité-là aux hommes et aux femmes qui ont envie d'agir, qui ont envie d'entreprendre, de favoriser l'entrepreneuriat en ESS et plus particulièrement peut-être sous forme de scope. C'est pareil, c'était plus ou moins présent dans le discours, dans le discours au précédent mandat, mais pas en acte. Donc c'est juste, comme d'habitude, de valoriser ce qui existe et de donner les moyens à l'URSCOP et aux incubateurs de l'ESS d'accompagner plus et mieux ces formes d'entrepreneuriat, d'accompagner plus et mieux la reprise aussi d'activités artisanales. La Chambre des métiers et de l'artisanat me disait encore la semaine dernière, je les interrogeais sur la pyramide d'Asie, un sujet aussi de revaloriser ces métiers-là, mais au sens de agir par son territoire, pour son territoire et répondre aux besoins essentiels des habitants. Et peut-être, je pense, de plus le dire aux jeunes collégiens, aux jeunes étudiants qui sont merveilleux et n'ont pas tous envie d'être salariés, ont envie d'expérimenter cette posture d'entrepreneur, et tant qu'à faire, autant qu'ils l'expérimentent dans ces modes d'action-là qui font, comme l'a indiqué Gaël Giraud il n'y a pas très longtemps dans un média, qui voit l'entreprise comme un projet collectif et non comme un projet de retour sur investissement uniquement capitalistique. Voilà. Je rappelle que Gaël Giraud invite à modifier 2 articles du Code civil pour qu'on dise bien que l'entreprise, c'est ça. Être entrepreneur, ça n'est pas être banquier. Être entrepreneur, c'est produire, fabriquer, proposer un bien ou un service à un marché. Il n'y a aucun problème, on est dans une économie de marché, mais on n'est pas obligé de mettre en avant la rentabilité financière à tout crin. Par contre, que l'entreprise soit rentable, c'est essentiel. Et pour répondre sur l'économie circulaire, c'est pareil, de toute façon, c'est pas une opportunité du moment, c'est une nécessité d'intensifier les chaînes de valeur et de se donner les moyens à l'échelle de l'aire urbaine lyonnaise, voire à l'échelle régionale. Je suis tout à fait rationnelle et pragmatique. De créer plus de solutions pour réduire la production de déchets, mais aussi pour laisser au sol ce qui doit rester au sol. Et donc de créer des boucles locales, des boucles territoriales d'économie circulaire sur les biens manufacturés dont on a, vous et moi, besoin, qu'on consomme énormément et qu'on retrouve dans nos poubelles et à la déchetterie. Et donc dans la lignée de ça, on peut en venir à l'attractivité économique, oui. Où vous avez expliqué que vous serez plus sélectif peut-être que les précédentes mandatures sur le profil des entreprises attirées. Pareil, il y a peut-être un certain flou. Est-ce que vous pouvez un peu préciser quelles sont les entreprises que vous souhaitez attirer, celles que vous ne souhaitez pas avoir, et où est-ce qu'elles pourraient s'intégrer dans la métropole ? Alors, plusieurs réponses. La première réponse, et je l'ai dit à l'ADERLI la semaine dernière, puisqu'ils sont tout à fait au courant, une des façons de voir l'attractivité, c'est de pouvoir garder les hommes et les femmes qui ont du talent, de l'expertise et de la compétence sur notre territoire et qui aient un cadre de vie acceptable, c'est-à-dire pouvoir se loger, pouvoir se déplacer, pouvoir respirer, avoir des solutions d'activité pour leurs enfants et avoir de la perspective pour leurs jeunes et entre autres des lieux de formation. Voilà. Après, pour ce qui est du monde entrepreneurial, il y a un premier sujet qui rebondit sur le sujet d'avant, qui est l'économie circulaire. Si un opérateur économique qui est à Paris, Strasbourg, Bordeaux a trouvé une solution qu'il a testé sur ce territoire et qu'il a envie de partager avec d'autres envies d'agir du territoire ici, c'est-à-dire pas forcément s'implanter, mais partager son process, partager son mode de faire, l'ADERLI sera au rendez-vous pour peut-être pas forcément favoriser l'implantation de l'entreprise en tant que telle, mais favoriser le partage d'expériences, de process, etc. Si une entreprise du territoire a envie de bouger sur une autre commune parce qu'elle est en croissance, etc., il n'y a aucun souci. Après, on a nos secteurs d'activité prioritaires. En particulier, je pense au textile et où ça se joue à l'échelle européenne. Il est évident qu'on n'empêchera absolument pas des porteurs de solutions de s'implanter ici. Après, on a 3 indicateurs clés. L'indicateur trajectoire bas carbone, ou dit autrement l'innovation technologique pour garder
pour s'inscrire dans cette trajectoire-là. Ensuite, on a la trajectoire sociale, c'est-à-dire l'impact social, et pas que la création d'emplois. Il y a la qualité de l'emploi, mais il y a aussi la place des jeunes, la place des femmes, la place des hommes et des femmes qui sont dans des parcours d'insertion. Et puis, il y a aussi un autre indicateur qui est essentiel pour moi, l'indicateur de la coopération. Comment on fait pour que TPE, TPI, PME, PMI coopèrent avec les organisations de l'économie sociale et solidaire, mais aussi avec les grands comptes, mais aussi avec la recherche. Et c'est un indicateur important sur lequel va aussi être jugé la DERLI, et donc il aura dans son prisme de lecture quand ils feront ou pas venir des structures de l'extérieur. Et donc si je comprends bien, la DERLI n'est plus dans une course au volume, comme tous les ans on avait un record d'entreprises attirées. La mesure n'est plus la mesure du nombre d'entreprises attirées, plus du tout ça, mais ces 3 impacts-là, donc carbone, social et coopération. Alors, on va évoquer un autre dossier, celui du service public de l'eau. La DSP avec Veolia ne sera pas renouvelée. Repasser l'eau en régie publique, est-ce que ça ne va pas coûter plus cher aux contribuables? Est-ce que l'idée d'une tarification sociale avec les premiers mètres cubes gratuits, vous n'auriez pas pu l'imposer aussi à un concessionnaire? Alors, plusieurs réponses. La première réponse, c'est que ce dossier, il est conduit, c'est important aussi de nommer les hommes et les femmes qui agissent, par Anne Gros-Perrin, donc ma collègue qui est en charge de l'eau, qui est élue du territoire d'Oulin. Première chose. Deuxième chose, derrière, il y a un vrai choix politique. C'est-à-dire que vous avez complètement raison. On aurait tout à fait pu rentrer tout de suite en négociation avec Veolia sur cette question des premiers mètres cubes gratuits pour favoriser la dignité des familles et foyers sur notre territoire. C'est une proposition politique qui est portée par plusieurs mouvements depuis de nombreuses années, qui avait été exprimée dans l'enceinte de l'Assemblée métropolitaine. Mais il y a vraiment un choix de se redonner des capacités d'agir à moyen et long terme. Et d'ailleurs, je le sais, et ça a été médiatisé, il y a eu une discussion avec Veolia parce que le sujet est à l'étude en ce moment, c'est-à-dire il y a une affirmation de sortie de DSP, mais comme vous le savez, sur le cycle de l'eau, il y a beaucoup de sujets et il y a de la place pour tout le monde. Bruno Bernard a rencontré Antoine Frérot il n'y a pas très longtemps. Le patron de Veolia. Oui, tout à fait. Donc, il y a des sujets pour tout le monde et il me semble que la métropole de Lyon, elle se positionne aussi clairement sur politiquement, mais aussi en acte, sur cette question de se maintenir des capacités d'accès à ce bien commun qu'est l'eau et surtout de ne pas mettre de capitalisme sur cet accès-là et sur la sauvegarde de la qualité de l'eau sur notre territoire. On a vraiment un sujet, peut-être pas dans ce mandat-là, des 6 ans, mais Anne Gros-Perrin, aux côtés de Bruno Bernard, porte cette posture-là de se dire, voilà, là, on se projette à 20 ans. Dans 20 ans, comment les hommes et les femmes qui vivront sur ce territoire auront accès à l'eau et comment il n'y aura pas de conflit d'usage. C'est ça le sujet. Alors, un autre dossier important, c'est celui du Citral, avec une annonce entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros d'investissement dans le mandat. D'ici combien de temps est-ce que les décisions seront prises concernant les choix qui vont être faits, métro E ou pas métro E, les téléphériques, les prolongements Alors, pour les lignes tramway, ça c'est acquis d'ores et déjà? Oui, sur le T7 par exemple, sur les infras. Je pense que donc Bruno Bernard étant et Citral et Métropole de Lyon, il communique assez facilement sur le sujet. Ce qui a été aussi validé en dehors des infras, et c'est important au regard du projet politique qu'on a porté et de l'entrée urgence sociale, c'est de réaffirmer ici que sur les questions de tarification, ce sera bien voté et mis en place au 1er janvier, à savoir la gratuité pour les 4-10 ans, mais aussi la gratuité pour les minima sociaux. Et puis il y a une étude qui est lancée autour éventuellement une tarification sociale en fonction de la composition du foyer. Donc de mon point de vue, c'est tout aussi important que les infrastructures parce qu'on est bien sur 2 pieds, l'urgence sociale et la transition écologique. Et effectivement, pour mettre en place la transition écologique, il faut faire une offre attractive et pas uniquement en termes de tarification, mais en termes d'offres de services et de cadencement qui desservent tout le territoire. Pour ce qui est de la question des métros et des télécabines, là, il y a les études qui sont complétées et qui ont été lancées parce que pour les télécabines, c'était pas lancé. Et donc, je laisse la possibilité à Bruno Bernard d'afficher son calendrier au regard de l'arrivée de la nouvelle directrice en début de semaine du Citral. Un autre dossier chaud issu de Rhône Express. Donc, oui. Pour rappel, le contrat a été cassé par l'ancien président de la métropole, David Kimmelfeld, quelques semaines seulement avant le premier confinement. Aujourd'hui, la chute de fréquentation semble partie pour durer. Vous ne craignez pas d'avoir hérité d'un boulet avec ce dossier ?
En fait, le sujet, c'est pas boulet ou pas boulet ou caillou dans la chaussure. Hein. Le sujet, c'est de toute façon, ça, c'est c'est la réalité des élus locaux. Il se passe quelque chose sur le territoire, on assume, on fait avec. Donc, je vous rejoins sur le fait que la fréquentation diminue au regard de la fréquentation, de la diminution, de la fréquentation des aéroports de Lyon. Ça, voilà. Et comme vous le savez, il y a un conflit d'usage sur cette ligne avec le T3. T3, par contre, qui est alors modulo ce qui se passe là dans le confinement, qui est surchargé. Il y a un parti pris très fort de laisser la place au T3 pour desservir les habitants. Il y a un parti pris très fort aussi qui a été verbalisé, je ne sais pas si ça a été voté, mais donc d'abaisser la tarification du Rhône Express pour que les usagers qui travaillent sur le site de l'aéroport puissent se déplacer correctement et ne prennent pas leur véhicule modulo. Pas forcément pour ceux qui prennent l'avion. Pas forcément pour ceux qui prennent l'avion. Et la raison principale de l'arrêt du cassage du contrat. Hein. Et le sujet de demain, comme on l'a dit juste avant, c'est plutôt un sujet citral, c'est-à-dire comment on se débrouille pour qu'il y ait une offre cohérente sur le territoire, y compris qui desserve l'aéroport. Pourquoi ? Parce que je rappelle que la plaine Saint-Exupéry, plus globalement, c'est le sujet de développement du territoire, parce que c'est là qu'on a du foncier, c'est là qu'on a de l'espace, et qu'on a tout intérêt à se doter de moyens d'accessibilité bas carbone, on va le dire comme ça, ou vertueux, pour tous et toutes, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui se déplacent, parce que, comme je l'indiquais dans un autre débat, nous ne sommes pas en dictature écolo et que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, et il peut arriver qu'une fois par an on prenne l'avion pour des raisons familiales ou autres, et que même quand on va à l'aéroport, il faut qu'on puisse y aller en transport en commun, que ce soit un bus, un car ou un tram ou un Rhône Express, et que voilà, notre responsabilité de notre point de vue, c'est de trouver une solution et tarifaire et d'exploitation. Et là, c'est vrai que ces contrats d'exploitation comme on les a connus là, avec le Rhône Express, c'est juste insupportable. Voilà. Est-ce que ça ne sera pas encore plus cher payer pour casser le contrat ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher, soit à la métropole, soit au Citral. C'est évident. Oui. C'est une facture excessive. Que vous évaluez à je ne peux pas vous dire le chiffre parce qu'il y a du débat justement sur en fonction de qui le prend en charge, si c'est côté métropole ou côté Citral, mais c'est conséquent. Et au regard là de l'impact socio-économique du confinement et de ce que nous devons aussi d'accompagner financièrement, parce qu'on parle d'accompagnement financier, on en parlera sans doute après, vers le commerce et l'économie de proximité en général, oui, ça pèse lourd dans la balance et c'est bien pour ça qu'on a des capacités d'investissement, entre autres, qui diminuent. Alors, deuxième confinement, on y arrive, deuxième vague de l'épidémie. La métropole a réuni les principaux acteurs économiques il y a quelques jours. Oui. Comment est-ce que vous comptez accompagner les commerces, les entreprises ? Est-ce qu'un nouveau plan d'urgence de la métropole est en préparation ? Alors oui, tout à fait. On essaye de jouer sur 3 échelles. La première échelle, qui est l'échelle importante pour moi et qui n'est pas que du symbole et qui est importante pour Bruno Bernard, c'est l'échelle de la coopération territoriale et de la gouvernance économique territoriale. Donc dès vendredi, on a réuni la Chambre des métiers, la CCI, le MEDEF, la CPME, l'U2P, plus le CJD, plus la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc pour faire simple, le GLE++, l'ex-GLE++, pour de façon tout à fait directe mettre sur la table les problèmes, les envies d'agir, les solutions. Voilà, on s'est revus dès lundi. Et l'idée, c'est d'avoir un consensus sur les solutions qui seront accompagnées par la métropole. C'est essentiel, cette brique de coopération territoriale. Donc, logiquement, on devrait, dans les jours et semaines à venir, délibérer sur certains éléments autour de l'accompagnement, l'accélération de la digitalisation, numérisation, en particulier des acteurs donc, de l'économie de proximité. Là, on parle des commerces et artisans qui sont présents dans nos arrondissements, communes, quartiers. Voilà, ça c'est la première brique et un accompagnement individualisé. La deuxième chose, c'est la question de la gratuité des loyers, c'est-à-dire le côté responsable, on va dire exemplaire de la métropole vis-à-vis de ses locataires, mais aussi avec ses partenaires et satellites que peuvent être la SEMPAT, la CERL et les bailleurs sociaux. Là, on est en discussion. Et de rappeler, on va fournir une lettre type à l'ensemble des commerçants et artisans qui le souhaitent pour pouvoir solliciter leurs propriétaires et rappeler l'engagement qu'a pris l'État et d'aller mobiliser cet avantage-là. Voilà. Et puis, on souhaite aussi écrire aux gros propriétaires du territoire pour leur rappeler cet engagement, mais leur dire aussi que nous-mêmes, on se l'applique, on est exemplaires. Voilà. Le troisième pied, c'est le pied d'accompagner, en fait, de s'inscrire aussi dans du moyen terme et de dire qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui font sens. Je pense au management de centre-ville, donc aux actions collectives de commerçants et d'artisans qui coopèrent ensemble pour porter des actions d'animation, mais aussi, j'espère demain, pour porter des groupements d'employeurs, entre autres, pour que ils restent dans leur métier, la production, la fabrication,
fabrication et ou la vente, et qu'ils ne soient pas, entre guillemets, pollués dans leur quotidien par des questions de gestion de la logistique, de gestion de la numérisation, digitalisation, mais aussi, je ne sais quoi, de réponse à des appels à projets État, ville ou métropole. Et je les invite vraiment à coopérer encore plus et mieux, et ils trouveront la métropole. Donc là, les actuelles associations qui sont couvertes par du management de centre-ville que j'ai rencontré lundi matin en visio le savent. On va les suivre un peu plus et un peu mieux sur tout ce qu'ils proposent pour la fin d'année et le début d'année, et ça va s'amplifier dans le mandat. J'oublie sans doute des briques, mais la brique qui va arriver un peu plus vite et un peu plus fort, c'est cette brique qui est cohérente avec aussi notre projet de société globale de la logistique du dernier kilomètre, de favoriser de l'action collective et d'accompagner les porteurs de solutions qui seraient issus du secteur de l'ESS et qui seraient des porteurs de solutions locaux aussi. Donc là, oui, donc c'est les sujets sur le commerce. Oui. Et pour les autres secteurs très importants, l'événementiel, l'hôtellerie, la culture. Ouais. Alors, pour l'événementiel, il y a eu un plaidoyer très fort du président de la métropole vers le gouvernement et le ministre en amont du confinement à plusieurs reprises pour indiquer que les acteurs de l'événementiel savent très bien faire appliquer les gestes barrières, mais au même titre que les commerçants, et que c'est incohérent. Enfin, on a parlé du grand bazar et tout, etc. Voilà. Donc, pour les acteurs de l'événementiel, il y avait un sujet. Malheureusement, il n'y a plus de sujet avec le confinement, mais il y a un sujet sur du moyen terme, de la réorganisation demain, et se poser les vraies questions, c'est-à-dire tenir un plaidoyer à l'échelle nationale, mais et agir à l'échelle locale aussi pour que le modèle d'affaires... Alors, il se trouve que sur le territoire, il y a un opérateur qui capte à peu près tout, et puis qui est lié en délégation de service public avec la métropole de Lyon, mais que ce modèle d'affaires, il puisse évoluer dans le temps, non pas vers de l'accompagnement de grands moments internationaux, mais plutôt une offre de services vers plus de rencontres régionales, nationales, européennes, une autre façon d'agir. Cet opérateur économique nous a interpellés cet été sur ce sujet. Je sais qu'ils travaillent sur ce sujet. Ils nous trouveront en particulier pour mobiliser le centre des congrès. Moi, je pense à titre personnel, et je l'ai déjà dit et je leur dirai en bureau du COFIL pour Eurexpo, qu'il faut commencer à se poser des questions sur Eurexpo, non pas en termes de fermeture, mais en termes de pivotage et de mutation et d'utilisation de ce foncier vers d'autres destinations, d'autres activités. Je pense que c'est ma responsabilité de le poser sur la table maintenant et de dire que oui, l'événementiel a changé et va changer. Je ne crois pas qu'on reviendra à la norme de ce qu'on a vécu, à la normale, pardon, de ce qu'on a vécu en 2019. Pour l'hôtellerie, en début de semaine, a été validé le fait que la métropole travaille sur des scénarios aussi, pareil, de pivotage et de mutation pour les hôteliers qui le souhaiteraient, bien entendu, vers d'autres activités d'habitat et d'hébergement. Je pense aux questions du sans-abrisme, mais je pense aussi à toutes les personnes vulnérables, familles monoparentales, personnes en situation de handicap temporaire ou permanent. Il y a une offre à faire et ils trouveront un investissement, la métropole, pour les accompagner. Et puis pour tous les acteurs La culture, c'était... Voilà. Pour les acteurs de la culture, donc là c'est Cédric Van Stevendel qui s'en occupe. Il y a un accompagnement qui va être délibéré le 16 novembre, donc je laisse à Cédric Van Stevendel indiquer ce qu'il porte aux côtés de Bruno Bernard sur ce champ-là qui est conséquent et très présent et qui fait partie de mon point de vue de la démocratie. Je rappelle que là ce qu'on vit avec le confinement, c'est juste nous couper de notre sociabilité et on n'est pas tous censés passer notre vie derrière nos écrans pour travailler, pour consommer, mais aussi pour se nourrir et échanger. Voilà. Pour ce qui est des acteurs du tourisme en général, ma collègue Hélène Dromain l'a indiqué à plusieurs reprises et en présence de Bruno Bernard. On les a réunis avant ce deuxième confinement et avec l'Office du tourisme, il y a une enquête qui est menée sur comment mettre en place aussi une autre, en tout cas, agréger d'autres façons de vivre le tourisme, que ce soit le tourisme d'affaires, on en a parlé avec l'événementiel, mais aussi le tourisme d'agrément et proposer plus d'expériences à l'ensemble des hommes et des femmes qui souhaitent venir découvrir notre patrimoine matériel, paysager, mais aussi immatériel. Et je pense que ça va rencontrer aussi les acteurs de l'économie de proximité parce que là, on parle du lien avec les artisans, entre autres. Et vous trouvez de l'écho avec les professionnels? Parce que j'imagine que vous parlez à Olivier Ginon de pivoter son modèle. On trouve. Alors moi, je trouve à titre personnel qu'on trouve de l'écho. De toute façon, ce qu'on aura vécu collectivement en 2020 conduit les acteurs économiques de toute façon à proposer un pivotage à 25%. Peut-être que nous, on invite à un pivotage de 50% des modèles d'affaires. Mais de toute façon, oui, ces hommes et ces femmes-là, c'est les hommes et les femmes qui entreprennent. De toute façon,
façon, ce sont en général des gens agiles et qui suivent l'évolution de la société et qui, de toute façon, sont calés par des contraintes réelles, économiques et financières. Donc, de toute façon, ils y vont. À nous d'ouvrir la voie, voilà, que leur envie d'agir rencontre nos solutions et qu'on construise éventuellement des solutions ensemble. Et ce pivotage d'Eurexpo, ça pourrait être dans... je ne sais pas, je l'ai verbalisé, je le reverbère. Enfin, j'ai bien entendu, j'ai un avis à titre personnel, mais que je ne souhaite pas donner, au sens où j'ai un grand respect du collectif des vice-présidents et de l'équipe avec le président. Et puis surtout, ça, c'est à travailler justement avec l'opérateur économique, avec la Chambre des métiers, avec la CCI, avec le MEDEF, à qui j'en ai parlé. J'ai passé mon grand oral devant la commission économique du MEDEF il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et je ne m'en suis pas cachée. Et je pense que c'est la responsabilité du territoire d'investiguer et ensuite de partager. On n'a pas à imposer notre point de vue, on doit le partager. Et je ne serai pas cohérente avec moi-même, et c'est important puisque c'est le moteur de mon engagement, mes valeurs. Je ne serais pas cohérente avec moi-même si on n'amenait pas sur la table ce type d'études-là. Alors, un mot sur des plans sociaux en cours. Je pense à ceux de General Electric, à Villeurbanne, à Saint-Priest, ou Gitect et d'autres encore. Est-ce que vous considérez que vous avez un pouvoir d'intervention possible aux côtés des mairies concernées en tant que collectivité? Alors je pense qu'on a, on a deux pouvoirs. Le premier pouvoir que je pointais tout à l'heure, qui est de dire certains, c'est pas le cas de GE, sauf erreur de ma part pour l'instant, mais certains opérateurs industriels, certains grands groupes pensent faire une bascule financière en vendant du foncier, pour être clair. Seulement c'est du foncier à vocation économique et il n'y a pas de révision du PLUH. Voilà, il n'y a pas de révision du PLUH, donc il n'y a pas de sujet. Donc ça, c'est un gros levier du côté de la métropole. Et après, on a le pouvoir de plaidoyer à l'échelle régionale, nationale, c'est-à-dire de rappeler que quand on a un gouvernement, mais même l'Europe avec le Green New Deal qui dit réindustrialisation, ça veut dire maintien des capacités industrielles sur le territoire. On peut tout à fait entendre qu'un groupe industriel mette sur la table ses préoccupations de rentabilité économique de moyen terme, voire de court terme. Et de mon point de vue, l'État et l'Europe doivent entendre l'envie d'agir des collectivités territoriales et nous donner les moyens en termes de fonds d'accompagnement industriel à de la reprise par des salariés, par exemple, en SCOP, entre autres, ou d'autres outils qui existent déjà. Et après, bien entendu, le groupe industriel fera son choix, mais quand on lui met sur la table que finalement, il est possible qu'il ne fasse pas la bascule financière qu'il souhaite, il va peut-être maintenir des capacités sur le territoire au nom de l'emploi, mais aussi au nom de la production territorialisée, tout simplement. Vous en parliez à l'instant, vous avez donc passé un grand oral devant le MEDEF. Oui, avec du recul, oui. Comment vous interprétez les prises de position très anti-vertes du MEDEF pendant la campagne? Je l'ai déjà dit à certains de vos collègues, les gens sont libres de leur point de vue, et c'est heureux, nous sommes en démocratie. Il me semble que les écologistes, on n'avait pas encore été mesurés à l'échelle de nos réalisations si on avait été par le passé, parce qu'on était très peu présents, à part Éric Piolle récemment à Grenoble, on était très peu présents à la tête d'exécutifs territoriaux. Donc moi j'ai spontanément dit, les points de vue n'engagent que ceux qui les indiquent. Ils se basent sur des mots lus au détour d'articles et pas au détour de vécus partagés et construits avec des équipes en situation de gestion, ce qui n'est pas la même chose que d'être en situation de plaidoyer. Voilà. Par le passé, on a beaucoup été en situation de plaidoyer en coopérant dans des équipes type Gérard Collomb ou David Kimmelfeld ou ailleurs, mais ou en étant carrément dans l'opposition, c'est déjà arrivé. Donc là, voilà, il n'y a plus de discussion. Ça laisse des traces quand même, non ? Ça laisse des traces dans l'humain, mais ça appartient à la sphère privée. Ça, c'est des histoires d'hommes et de femmes. Ça n'appartient pas à la sphère publique, politique, de mon point de vue. Et je laisse libre les auteurs de ces propos relativement virulents, libres d'évoluer et de le dire publiquement ou pas. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai une mission publique qui est d'être vice-présidente déléguée à l'économie, l'emploi, le commerce, le numérique et les achats. Je remplis cette mission avec toute la bienveillance que je peux mobiliser et avec les opérateurs économiques et en particulier le MEDEF qui m'a invité à sa commission économie. Ça s'est très bien passé, il faut se parler franchement, il faut dire les choses. Ils ne nous connaissaient pas, ils n'avaient pas nos 06, ils nous ont pas invités pendant la campagne à nous exprimer et maintenant de toute façon on est en devoir de se parler et ça se passe très bien. Vous considérez que le climat s'est apaisé ?
Je considère que de toute façon, on coopère et c'est notre c'est leur rencontre entre Bruno voilà. Bernard et Laurent Et Ferrari ça leur appartient. C'est une histoire d'homme qui leur appartient. Je n'ai pas à m'immiscer dans ces débats-là et voilà. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Merci Émile à vous. Baume. Merci, Vincent. Merci Vincent. Très heureux de vous avoir accueilli. Merci. Et puis, je vais laisser à nos téléspectateurs le soin de découvrir le numéro 9 de Lyon Décideur qui vient de sortir en kiosque avec un dossier spécial sur la revanche de ceux qui ont dû quitter l'école très tôt. Vous pouvez aussi vous abonner en allant bien sûr sur notre site lyondécideur.com. Rendez-vous dans un mois pour un autre grand entretien à retrouver bien sûr en synthèse dans le magazine, mais aussi en intégralité sur lyondécideur.com. Très bonne journée, merci. Au revoir. Merci. Merci. Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur.